J'aimerais déménager. Mon dernier rejeton à la rentrée prend son autonomie. Je vais me retrouver seule dans ce logement, devenu pour moi bien trop grand, à vivre, à chauffer, à gaspiller, alors qu'il pourrait servir à une autre famille. Et puis, c'est enfin l'opportunité de créer la vie que je veux pour moi. Quand j'ai su, dirons-nous, que j'allais avoir des enfants, à tout juste 20 ans, je me souviens m'être dit, bon, c'est comme ça, c'est même merveilleux, je vais pouvoir pleinement me consacrer à eux tant que je suis jeune. Et quand ils partiront, je serai toujours jeune. Je pourrai enfin ne m'occuper que de moi, me construire la vie qui me plaît. Je ne me souviens toujours pas de tout de lorsque j'étais enfant. Petit à petit, ça revient, mais je ne crois pas que j'avais imaginé en avoir justement des enfants. Ceci dit, il tombait bien, parce que je ne savais même pas ce que j'allais pouvoir faire comme métier de toute façon. Alors, mère au foyer, travailler à construire des maillons solides d'une chaîne qui changera le monde, c'était le pied. Qui sait, peut-être que pour ça, je serai douée, si tant est que le don existe, bien sûr. Ou à défaut, une compétence à cultiver. Quelles sont mes compétences à moi? Je ne sais toujours pas. Dans le dictionnaire, une compétence, ce serait une connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières. La belle affaire. Oui, bon, dans certains domaines, mieux vaut en avoir quelques compétences, en effet. À choisir, je préfère me faire opérer par un chirurgien que par un musicien, c'est sûr. J'imagine que vous aussi, d'ailleurs. Même si au final, à bien y réfléchir, les deux sont des artistes. Ils font avec leurs mains. Les deux réparent. Le premier le corps, l'autre l'âme. Je dis âme, mais peu importe comment on l'appelle en vrai. Ça fait du bien, c'est tout. Parce que ça aussi, nous l'oublions. Nous ne sommes pas qu'un corps qui produit, qui consomme. Nous ressentons d'abord. Quelles sont mes compétences à moi? Je ne sais toujours pas. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je m'en fous. Ce qui n'est pas très pratique pour pouvoir dans notre société travailler, avoir son utilité. Parce que bon, plus que jamais, Arbeit macht frei, non? Ça vous rappelle un truc? C'est un peu comme une solution finale acceptable. La même chose en pas pareil. Mon Dieu, pardon. Ça m'écorche la bouche, l'âme de prononcer tous ces mots. S'il vous plaît, réveillons-nous. Je n'ai donc jamais réussi à identifier et nommer mes compétences. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle ça m'arrangeait bien, moi, d'avoir des enfants. Au moins, j'avais une occupation. Et quelle occupation! J'allais pouvoir réparer. Réparer quoi? Je ne savais pas trop. Je ne me souvenais de rien encore. Et pour le peu dont je me souvenais, je n'avais pas pris conscience de la gravité des faits. Juste que je n'avais manqué de rien après tout. J'avais à manger tous les jours dans mon assiette, des vêtements propres, un lit, un toit, et voilà. C'est vrai, c'est un excellent début, indispensable, vital. Je m'étais bien questionnée pourtant sur deux, trois trucs qui semblaient clocher, grâce à une famille algérienne merveilleuse qui avait dû fuir son pays pour avoir voulu prendre notre défense, entre autres, mais sans plus. Cette famille algérienne, mais surtout cette femme merveilleuse à qui je pense encore si souvent, la remerciant intérieurement, et que j'appelle toujours la maman de Laura, sans qui, j'en suis persuadée, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, à me plaindre du monde que nous avons créé. Elle qui n'aura probablement jamais idée, hélas, du bien qu'elle m'a fait, elle a fait, c'est tout. Et c'est peut-être bien parce qu'elle a fait, justement, sans se questionner, naturellement, humainement, que c'est aussi beaucoup elle qui m'a donné l'envie de faire à mon tour. Faire pour quelqu'un d'autre, sans attendre en retour que le plaisir de donner. Ce que m'offrait cette amie chez qui j'allais peut-être pouvoir emménager. Mais bon, finalement, ça ne se fera pas. Pour tout un tas de raisons. Et j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi. Cet ami, il était un peu comme mon mentor, voyez-vous. Il nourrissait mes réflexions sur le monde, mes pensées. Il donnait sans attendre, sans compter. Toute sa vie aux autres, il a donné. Et vous savez comment? En travaillant dans l'administration. Il recevait du public. Un public souvent désespéré qu'un papier pour obtenir leurs droits puisse leur manquer. Tapi dans l'ombre de son bureau,
Il observait. Et dès qu'il voyait quelqu'un partir, justement encore plus désespéré, venez dans mon bureau, on va trouver une solution. Et il en a sauvé des gens, j'en suis persuadée. Et je sais que vous aussi, vous l'êtes. Un jour, forcément, à vous aussi, il vous a manqué l'un de ces fichus papiers qui, aujourd'hui, inévitablement, sont tous numérisés pour, normalement, entre tous ces services, être partagés, histoire, paraîtrait-il, de voir leurs tâches facilitées. Oui, parce que quand une facture, on refuse ou on ne peut payer d'une manière ou d'une autre, ils savent nous retrouver pour de celle-ci, nous contraindre à nous en acquitter. Mais qui donc est ce il, si ce n'est des gens comme vous et moi, qui ont envie de vivre eux aussi, avoir leur place dans cette société, travailler en espérant pouvoir un jour accomplir leurs rêves, ce qu'ils nourrissaient avec leur cœur d'enfant, comme vous, comme moi, comme nous tous. Mais comme apparemment nous ne sommes plus ici pour rêver, pour son prochain aider, mais pour produire, pour consommer, eh bien, lui, cet ami, il est parti à la retraite en bas de l'échelle. Mais il s'en foutait. Il s'en fout parce que maintenant, au moins, à temps plein, il peut écrire. C'est son air à lui, la poésie de sa vie. Seulement, voilà, sa difficulté à lui, si je puis dire, c'est le sens pratique. Pourtant indispensable pour vivre au quotidien. Et avec l'âge, comme pour tout le monde, autant vous dire que ça ne s'arrange pas. Je m'imaginais pouvoir l'aider là-dedans, lui offrir ce à quoi lui aussi il a droit, de la considération, du soutien. Mais bon, il en a tellement manqué, comme nous tous qui sommes en dehors des clous, tolérés mais il ne faut pas trop pousser non plus, que nous avons fini par développer d'immenses difficultés à accepter de recevoir. Alors bon, comme pour moi, je sais qu'il va falloir s'accrocher pour négocier. Nous n'aimons pas souvent que les autres fassent les choses à notre place, quand bien même cela partirait d'une noble intention. Pour ma part, je déteste énormément ça, recevoir autant que demander, tant cela me donne le sentiment de vous être toujours redevable. J'ai développé une indépendance farouche pour me préserver. Ne m'approchez pas, ne me touchez pas, ne me parlez pas, ne m'aidez pas, foutez-moi la paix. Je ne veux pas perdre ce que j'ai mis tant de mal à construire. Je ne veux pas perdre ce que j'ai perdu dans mon enfance, ma légitimité, mon intégrité, de mon corps, de mon âme, la propriété. Ils me l'ont volée. Maintenant que j'ai pu la reconstruire, il n'est plus question de vous laisser l'approcher. C'est aussi cela que produit l'inceste, les violences intrafamiliales et institutionnelles. Sans la protection de cette étape, pourtant garant de nos vies, de nos droits, sans le soutien thérapeutique approprié, sans main tendue, nous sommes souvent condamnés. Condamnés à refuser toute aide, tout soutien, toute coopération. Et c'est bien là le problème, parce que c'est précisément cet esprit de coopération qui a pu nous permettre de nous développer en tant qu'humains, en tant que société. C'était là, entre lui et moi, cette idée. Nous rapprocher pour que chacun puisse bénéficier des forces de l'autre, de sorte à nous élever réciproquement dans l'avancement de nos projets respectifs. Mais aussi dans ce besoin de retrouver un peu de cette humanité qu'on nous a si souvent refusée. Finalement, ça ne se fera pas. Pour ce qui me concerne, je suis encore difficilement capable de recevoir, quand bien même moi, mais aussi lui ou tous ces autres qui auraient soi-disant choisi de vivre à la rue en dehors du système, nous en avons bien besoin de votre humanité. C'est plus facile d'ailleurs de croire que vivre en dehors du système est un choix. Cela nous permet de ne pas nous culpabiliser là où nous aussi cherchons désespérément à nous sentir importants. Mais cela nous évite aussi de ne pas nous questionner sur notre propre part de responsabilité. Comment avons-nous pu en arriver là? La coopération. Chacun s'efforce pour les mettre au service de l'autre qui compense nos propres difficultés. Parce qu'il ne peut toujours y avoir d'atouts, d'avantages, dirons-nous, sans désavantages. C'est ça la coopération, la complémentarité de la diversité humaine qui nous offre cette puissance de l'intelligence collective, notre seule véritable richesse. Oui, parce que forcément, on n'est pas chirurgien, chercheur, boulanger, menuisier, charpentier, écrivain qui veut. Du moins, chacun va là où ses appétits pour la vie, mais aussi ses facilités d'apprentissage le mènent. C'est aussi cela qui nous rend complémentaires. Chacun a ses forces dans la vie qu'il veut se créer. Enfin, avait, avant, il y a fort, fort longtemps, quand faire avait encore du sens,
alors que nous n'étions certainement pas aussi soumis aux diktats des apparences, où vivre se résumait à combler nos vrais besoins, manger, boire, dormir, se sentir en sécurité. Et ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut revenir au temps des cavernes, ni même que c'était mieux avant. Je ne sais pas, moi, je n'étais pas là. Et puis, surtout, tout est affaire de contexte. Mais au moins, pour cela, le sens était là. Maintenant, il faut de l'argent pour tout ça. Beaucoup, de plus en plus, pour ne manquer de rien et surtout pas de soins. Et quand l'accès à ces fichus soins ne sont permis que grâce à l'argent, la possession, l'accumulation de richesses par peur de manquer, de ne pouvoir rester en bonne santé, en sécurité, c'est difficile, de mon point de vue, d'en vouloir à ceux qui en veulent toujours plus, au point de ne plus éprouver de scrupules à exploiter les autres pour assurer leur propre sécurité. C'est difficile de leur en vouloir, mais c'est urgent de ne plus laisser faire. Parce que voilà comment on crée un monde malade. Forcément, j'en suis convaincue. Pas parce que je suis meilleure que vous, pas pire non plus, hein. Plutôt parce que je suis reconnue moi-même comme une handicapée, une troublée. Mais je n'ai toujours pas l'intention de me plaindre, vous savez. Je reste toujours une privilégiée. Je suis certes à vos yeux peut-être une troublée. Je reste blanche, capable de m'exprimer, même si pas toujours de façon socialement attendue, de verbaliser mes besoins, mes pensées, de sorte que personne ne fasse à ma place, ne m'impose au prétexte, quoique fort louable à la base, de vouloir me préserver, me protéger, ne m'impose ce qui, à vos yeux, serait soi-disant bon pour moi, m'ôte de ce fait ma liberté de penser, d'être comme je suis. Dans l'autisme, mais comme dans d'autres handicaps, je ne suis vraiment pas la plus mal logée de ce côté-là. Je ne veux pas être protégée, contrôlée, je veux être soutenue dans mes aspirations, mes rêves, comme vous, telle que je suis, et non telle que vous pensez que je devrais être ou avoir besoin. Moi, au moins, je peux vous envoyer bouler maintenant pour mon intégrité faire respecter. Comme ici, justement, avec ce message que je veux vous partager. Ce message pour vous rappeler que non, ce n'est pas parce que je suis une femme et cet ami un homme que forcément, on ne sait jamais, hein, m'a-t-on si souvent répété sur le ton soi-disant de la plaisanterie. Mais vous savez, vous, ce que ça me fait à moi, femme, d'entendre ça? Moi qui ne m'exprime principalement que de façon littérale, qui ne comprend pas toujours les sous-entendus, l'implicite, qui peut parfois tourner en boucle quand je me sens anxieuse, je ne me sens pas bien ici. Je ne suis pas comme ça dehors, je ne me sens pas bien ici, je ne suis pas comme ça dehors. Anciennement incestée et du reste, non protégée, mais contrôlée ça par contre oui, par un État qui se targue pourtant toujours de vouloir nous protéger, mais encore bien trop manifestement que sur le papier, dans les idées. Au moins, en attendant, cela nous fait patienter et lui exister. Comme tant d'autres parmi vous, les premiers concernés, je suis une enfant à qui on a appris qu'elle n'avait que ce qu'elle mérite, et qu'il a bien cherché après tout. Et l'effet que cela produit, devenue femme adulte, lorsque l'État n'a pas rempli ses obligations, ses devoirs envers sa population, c'est d'être en permanence assaillie par la honte, la culpabilité, de ressentir une profonde humiliation, là où en vrai, c'est vous qui m'avez alloué de mauvaises intentions. C'est vous qui avez interprété selon ce que vous avez défini au travers de votre propre réalité, ce qui, soi-disant, relèverait de la normalité. C'est votre réalité à vous, pas la mienne. Ceci dit, vous avez raison. Pas besoin de subir l'inceste pour éprouver tout cela. L'inceste, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau. Suffit juste d'être une femme pour être considérée comme une séductrice, une allumeuse, une profiteuse, pour être systématiquement sexualisée, et encore pire quand nous osons nous dévêtir pour ne pas trop avoir chaud, nous non plus, ou juste parce que cela nous fait plaisir à nous d'abord. C'est pourtant ce qui compte, non? Prendre soin d'abord de soi pour mieux prendre soin des autres. L'effet papillon. Le statut de victime n'est pas figé, fort heureusement. Quand finalement nous trouvons la force de nous relever, ce qui ne peut être que grâce à la collectivité, nous ne cherchons plus à vous plaire parce que c'est ce qu'on nous a appris pour assurer notre survie enfant. Nous cherchons à nous plaire à nous-mêmes, et ce, peu importe comment vous l'interprétez au travers de votre réalité, cela vous appartient après tout. Cela vous appartient seulement, voilà.
ça continue de nous condamner à nous tous. Parce qu'il en faut du temps pour enfin comprendre qu'avant d'aller enfermer les autres dans des étiquettes, il serait largement préférable de nous interroger d'abord sur ce que la façon d'être de l'autre nous renvoie de nous-mêmes, de ce que nous refusons d'aller creuser en nous-mêmes. Pourquoi ai-je tant besoin de juger les autres? C'est bien cela le problème. Parce que peu importe le sujet, peu importe l'humain, à force de nous sentir jugés, moqués, dénigrés, là où nous voulions poursuivre nos propres envies, celles qui nous font vibrer, nous nous épuisons. Nous intériorisons cette idée que décidément nous le faisons exprès, à être, en faire toujours trop ou jamais assez. Et nous nous coupons définitivement les uns des autres pour ne plus subir cette peur d'être en permanence jugés, ces jugements qui nous poussent à vouloir toujours plus être parfaits, performer. Performer pour exister, toujours faire mieux que l'autre, et surtout empêcher l'autre de faire éventuellement mieux que nous. L'autre est devenu une menace. De la coopération qui nous a fait évoluer jusqu'ici, nous avons basculé dans la compétition qui, à nous tous, nous détruit, mais qui détruit aussi notre environnement, cette biomasse qui n'a jamais eu besoin de nous pour exister, et que pourtant nous nous sommes appropriés au prétexte que nous serions l'espèce dominante au bout de la chaîne, donc forcément la plus évoluée. La preuve, nous sommes tellement évolués que notre Terre, celle sans qui nous pouvons exister, est en train de nous congédier. Et c'est embêtant, n'est-ce pas, parce que nous, sans elle, nous ne sommes rien. Et c'est précisément là que je veux retenir, cela que je veux retenir, cultiver. L'idée qu'après tout, nous ne sommes rien du tout. Nous nous sommes donné bien trop d'importance avec toute cette comédie sociale qui nous conforte dans l'idée que cette fichue hiérarchie fait tout. Une hiérarchie qui nous classe par ordre d'importance, qui décide qui est digne de vivre ou de mourir sans daigner assurer notre santé, ou du moins que sur le papier. Alors, comment ne pas vouloir mourir dans une société qui nous définit comme des parasites, des assistés? Parce que c'est précisément cela que Victor Hugo sous-entendait quand il a écrit « Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre ».